Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bernice, responsable du marketing et des communications à FES Coalition. Merci de vous joindre à nous pour la série de webinaires TD Propulser l'entrepreneuriat noir. Cette série a été conçue pour outiller les entrepreneurs noirs et leur fournissant des connaissances sur les plans d'affaires, la déclaration fiscale et les projections financières. Des documents essentiels pour tout propriétaire d'entreprise, mais aussi des services qui seront offerts aux candidats retenus dans le cadre du programme TD Propulser l'entrepreneuriat noir lorsque notre appel à candidature débutera en septembre. Je suis ravie d'avoir avec moi Tamara, la coordinatrice du programme, qui vous donnera plus de détails à la fin de la présentation d'aujourd'hui et qui introduira notre conférencière invitée, Bidia Konate. Tamara, à toi la parole. Ok. Merci Bernice pour l'introduction. Euh, Bidia est directrice au sein de l'équipe de services conseil financier externe au bureau de Montréal de MNP. Elle est impliquée dans des mandats de supervision en matière de rapports financiers, d'analyse opérationnelle, de consolidation et de budgétisation. Bidia possède 20 années d'expérience professionnelle dans des fonctions de direction financière, de contrôle de gestion, de comptabilité, de finances et de conseil grâce à sa pensée organisationnelle et son esprit d'analyse. Avant de se rejoindre à MNP, Bidia a occupé pendant 12 années des postes variés dans des groupes d'assurance et des marques de luxe en France pour ensuite évoluer de ces 8 dernières années en tant que directrice administrative et financière d'organismes culturels et culturels à Paris et Montréal. Diplômée en maîtrise en gestion financière de l'Université Paris-Dauphine et également titulaire d'un MBA en management, Bidia aime fournir des conseils stratégiques aux décisionnaires grâce à des analyses détaillées et pointues. Merci Bidia pour votre implication dans nos programmes FAS et TD et aussi merci en avance. Je suis certaine que cette session sera vraiment intéressant et profond pour nous. Juste un point pour nos participants. Si vous avez des questions pendant les séances, je vous invite d'écrire vos questions dans la boîte de Q&A. C'est sur un petit bouton en bas de l'écran. Si c'est pas visible actuellement, si vous cliquez sur More, c'est certain que ce sera là pour vous pour écrire vos questions. Merci beaucoup. Et à vous, Bizia. Merci Tamara, merci Bernice pour l'introduction. Avant de commencer, je voudrais aussi de mon côté remercier FES Coalition pour tout ce que vous faites, pour toutes les initiatives que vous menez pour l'entrepreneuriat noir. On a besoin d'avoir de la visibilité et des partenariats qui permettent justement à la communauté de briller et d'exceller. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir participer à cet atelier et j'espère pouvoir donner des clés essentiels et vraiment des éléments qui vont permettre aux porteurs de projets qui sont présents aujourd'hui ou qui nous regarderont plus tard d'avoir des éléments pour avancer dans leur projet. Donc, l'atelier de ce soir, qui va durer à peu près 1 heure, puis on aura un temps de questions-réponses. L'idée, pour moi, c'est pas vraiment juste d'apporter un petit peu une liste de tâches à faire, à remplir. Je pense que aujourd'hui, ChatGPT, l'intelligence artificielle, nous donne pas mal d'éléments pour savoir comment faire, construire un plan d'affaires. Ce que j'aimerais apporter vraiment, c'est plus comme une méthodologie de réflexion, d'apporter des clés sur comment réfléchir à monter le plan d'affaires que vous qui soyez porteur de projet ou qui peut-être que vous êtes juste au stade de l'idée, peut-être que vous avez déjà lancé votre entreprise. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de penser non seulement pour vous, pour votre projet, pour votre entreprise, mais aussi d'avoir le mindset, la façon de penser qu'auront vos partenaires, les subventionneurs, les financiers. Donc,
Oui, on va passer au travers comment monter un plan d'affaires, comment le structurer, mais l'idée, c'est vraiment et surtout de savoir se poser les bonnes questions. On va passer au travers d'un cas pratique pour que la théorie se transforme en quelque chose de plus concret et on aura un temps de questions-réponses si vous avez des éléments que vous avez besoin d'approfondir ce soir. Donc, l'objectif pour moi, comme je disais, c'est vraiment que vous puissiez comprendre l'utilité du plan d'affaires. J'ai souvent été confrontée à des entrepreneurs ou même des gens qui se sont déjà lancés, qui ont déjà des petites ou moyennes entreprises, qui partent du principe où le plan d'affaires, c'est un peu juste ce document qu'on est obligé de faire pour obtenir un prêt, obtenir une subvention, obtenir un financement. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre que le plan d'affaires, c'est d'abord pour vous. C'est d'abord un document qui va vous permettre de comprendre, de réfléchir vraiment sur votre projet de façon à 360 degrés, vraiment sur tous les aspects qui peuvent entourer un projet d'entreprise, d'avoir vraiment les bons éléments et puis de savoir le monter. Euh, Ce qui est aussi pertinent, je trouve, à saisir, c'est que oui, vous démarrez, vous commencez, vous allez avoir besoin de monter un plan d'affaires. C'est quasiment obligatoire. C'est vraiment tous vos partenaires, vos financeurs vont vous le demander. Mais la clé que j'aimerais aussi vous apporter, c'est que les éléments que l'on va voir ce soir, la façon de structurer votre plan d'affaires, ce sont aussi des éléments qui vont vous servir tout au long de la vie de votre entreprise. Donc, l'idée, là, dans notre partenariat entre FES Coalition, MNP, enfin, on a vraiment tous cette même vision, ce même cœur, c'est que oui, vous vous lanciez dans l'entrepreneuriat, mais surtout que vous puissiez être pérenne, que vous puissiez durer pendant des années, que vous puissiez construire, bâtir votre entreprise, ou alors si vous êtes à votre compte, bâtir votre projet à partir d'une base qui soit solide et que vous sachiez comment grandir sans vous casser la figure, on va dire. Moi, dans mon poste au sein des MNP, mon rôle est souvent de jouer les pompiers au sein de clients parce qu'ils ont eu une grosse croissance, parce qu'ils n'ont pas vu leurs affaires changer. Donc, j'interviens souvent en urgence justement pour monter des processus, monter des procédures, penser un peu les plaies, essayer de leur faire comprendre l'importance de certains éléments. Mais là, si vous avez déjà ces clés en démarrant, vous allez voir justement que c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser pour les projets futurs que vous allez avoir, pour ceux qui sont par exemple, dans le domaine culturel, vous allez voir que la façon dont on monte un plan d'affaires, c'est exactement la même façon dont vous allez monter un événement. Pour ceux qui sont dans d'autres secteurs, vous allez voir que c'est aussi de la même façon que l'on monte que l'on fait de la gestion de projet. Ce sont souvent les mêmes éléments. Donc, c'est vraiment plus un état d'esprit que j'aimerais explorer aujourd'hui avec vous, des questions spécifiques à se poser plutôt qu'une liste de tâches à remplir que oui, vous allez la remplir, mais vraiment, vous saurez ce que vous allez remplir, vous saurez ce que vous allez faire avec tout ça. Donc, je vois pas forcément le chat, mais j'aimerais juste savoir avant de commencer les personnes qui sont en ligne, si vous êtes de quelle ville vous nous regardez? Est-ce que vous êtes ici au Québec? Si c'est la session francophone, c'est possible qu'on ait à Toronto, c'est ça. Je me demandais est-ce qu'on avait des franco-ontariens dans le chat. Montréal, super. Ouais, essentiellement, je pense Montréal, super. Bon, ben, moi aussi, je suis de Montréal et qu'on n'est pas loin sans doute. Et puis autre chose, je me demandais parmi les gens qui sont avec nous, est-ce que vous avez déjà élaboré un plan d'affaires? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Oui, non? Partiellement, ok. Oui, ok. Ok. C'est souvent pour les subventions, effectivement, que les plans d'affaires sont demandés. C'est un petit peu le moment où on se dit, ah, je suis obligée de le faire. Donc, l'idée, justement, ce soir, c'est de se dire, oui, vous êtes obligé de le faire, mais en fait, vous allez voir que ça va être une clé pour votre projet. Ce ne sera pas juste un document à envoyer pour obtenir votre subvention, mais que ça va vraiment être une clé pour votre projet. Donc, on peut commencer. Donc, l'idée globale du plan d'affaires, il se décline en 5 composantes. C'est vraiment 5 parties essentielles que vous allez devoir faire apparaître dans votre modèle, dans votre plan d'affaires.
Pour ceux qui sont très familiers avec les questions de marketing, c'est un peu, alors je l'ai pas en tête, mais c'est un peu ce qu'on appelle le QQOCQOP, quelque chose comme ça. Là, c'est un nom particulier. En fait, c'est des questions que l'on se pose, le qui, quoi, comment, où, quand, combien. Enfin, c'est souvent des questions, en tout cas pour ceux qui ont fait du marketing, des questions qu'on se pose quand on se lance dans une gestion de projet. Pour le plan d'affaires, ces questions, vous pouvez vous les poser, bien sûr. Il y en a beaucoup moins, il y en a 5 essentielles qu'il va falloir se poser. Donc, le pourquoi, le quoi, ça va être votre projet, ça va être votre idée. On va avoir besoin de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous vendez, quel service vous avez à élaborer, quelle est votre spécificité, votre particularité. Donc, on va le voir dans le détail. La deuxième question, ça va être le comment. Comment vous allez vendre? Ça va être la partie plus marketing, où vous allez devoir faire sans doute une analyse, pas sans doute, mais certainement une analyse de marché, plus ou moins approfondie, dépendamment du secteur dans lequel vous allez travailler. Ça va demander à ce que vous posiez des questions spécifiques sur vos concurrents, sur vos clients, sur vos fournisseurs. La troisième partie, ça va être le qui. Avec qui vous allez travailler? Est-ce que vous allez travailler tout seul? Est-ce que vous avez déjà des partenaires? Est-ce que, dépendamment de la structure juridique, ça c'est le 5e point, mais on va le voir, est-ce que vous allez avoir des associés? Est-ce que vous allez devoir avoir un conseil d'administration? Si vous êtes par exemple une OBNL, comment vous allez monter vos comités? Donc, on va avoir besoin de savoir qui sont les personnes clés, les personnes ressources qui vont participer à votre projet. Est-ce que vous allez devoir recruter? Donc ça va vraiment dépendre de la dimension, de l'envergure de votre projet et de votre idée finalement. La 4e partie, qui est souvent celle que l'on pense qui est la seule partie pour laquelle on doit faire un plan d'affaires, c'est la partie finance. Donc la partie finance, c'est le combien, mais c'est pas juste le combien d'argent ai-je besoin ou combien d'argent vais-je faire, c'est aussi combien de produits je vais vendre, combien de services je peux fournir. Si vous travaillez seul, combien vous pouvez fournir, combien d'heures je vais travailler, combien coûte ma marchandise, combien me rapporte ma marchandise. Donc, c'est toutes les réponses autour du combien qui vont structurer cette 4e partie du plan d'affaires qui concerne essentiellement les finances. Donc, on va le voir aussi en détail. Et puis, la dernière partie, mais pas des moindres, c'est la partie juridique, qui répond un peu à la question de sous quelle forme, quelles sont les règles, la réglementation en vigueur. Donc, les réglementations peuvent être différentes d'une province à une autre. C'est là où on va voir les spécificités aussi au niveau des taxes, dépendamment de si vous êtes incorporé, si vous êtes à votre nom propre. Donc, est-ce que vous avez, dépendamment du secteur dans lequel vous travaillez, des règles à respecter? Est-ce que vous devez faire partie d'un ordre? Par exemple, pour un entrepreneur qui veut lancer son cabinet d'avocat ou un expert comptable. Est-ce que vous allez avoir besoin de passer des formations? Est-ce que vous allez avoir besoin d'avoir un permis? Donc, c'est toutes ces questions-là auxquelles il va falloir répondre dépendamment de votre projet et de votre structure. Donc, 5 axes qu'on va voir en détail les uns après les autres. Donc, on va commencer par le projet. Donc, ça va vraiment être votre premier axe de définition. By the way, le plan d'affaires, c'est un document qui peut aller de 5 à une vingtaine de pages. Donc, 6 pages, ça va vraiment être pour les projets qui ne nécessitent pas forcément de détails, de spécificité. Le nombre de pages de votre plan d'affaires ne relève pas la qualité ou la quantité de votre projet. Vous pouvez avoir un projet qui va faire des millions et votre plan d'affaires n'aura pas forcément une 30aine de pages parce que votre présentation, votre idée seront très claires. Par contre, peut-être pour des gens qui vont être plus dans la tech, je ne sais pas, qui vont découvrir un produit pharmaceutique ou autre, enfin tous ces secteurs qui sont très spécifiques où il y a de la recherche. Oui, on va demander peut-être un peu plus de pages parce que ça va demander à expliquer un peu plus en détail ce projet. Donc,
5, 10 pages environ ça va commencer par une page de garde, une page sommaire et donc la page suivante, ce sera la page de votre projet. Donc votre projet, c'est la description de votre entreprise, de votre idée, de ce que vous voulez faire. C'est vraiment là où on veut connaître qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené ici, comment vous avez réfléchi votre plan. Ce segment doit refléter votre personnalité. On veut connaître dedans vos missions, votre vision, vos valeurs, qu'est-ce qui fait que, pourquoi vous et pas un autre? Est-ce que vous avez une spécificité? Cela va se traduire aussi dans votre modèle d'affaires, mais on veut tout de suite rapidement comprendre qui vous êtes. Je m'appelle un tel, voilà mon projet, j'ai tel âge, voilà mon... Enfin, c'est là où on comprend un peu ce que vous allez apporter, comment vous allez vendre, même si c'est pas encore dans le détail, mais en une page, on doit comprendre votre projet. C'est un bel exercice pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour commencer à préparer un speech. Là, c'est un peu la version une page, je comprends ton projet, mais en version orale, si vous êtes face à des futurs partenaires ou des futurs prospects, peu importe, cette étape de votre plan d'affaires va vous permettre de travailler votre speech, de travailler de façon succincte, de façon concise, de façon précise. Quelle est votre idée, votre projet, votre entreprise, peut-être si elle est déjà existante. On veut comprendre qui vous êtes en fait. C'est un élément clé qui va faire que pour certains acteurs, ils vont accrocher et vous accompagner. L'idée, je le disais un peu plus tôt, le plan d'affaires, c'est pas juste la partie chiffres, c'est pas juste la partie finance, c'est aussi toute cette partie où vous allez aller chercher des partenaires, vous allez aller trouver des clients, vous allez chercher des prestataires. Donc, cette partie du projet, c'est vraiment cet élément clé qui va vous permettre de nous permettre de vous connaître, en fait. Donc, ce n'est pas à négliger. La plupart des entrepreneurs ou des porteurs de projets, votre idée, vous l'avez déjà depuis longtemps. Certains, ça fait des années qu'elle mature, ça fait des années que vous en parlez autour de vous, ça fait des années peut-être que vous avez l'idée de vous lancer, c'était peut-être pas le bon timing, là vous vous êtes décidé. Mais n'oubliez pas que la personne souvent qui est en face de vous, la personne à qui vous allez envoyer votre business plan ne vous connaît pas. Pour vous, votre idée, elle est claire, elle est précise, ça fait longtemps qu'elle mature en vous, mais nous, on a besoin de comprendre de façon concise, de façon précise et de façon spécifique ce que vous faites, ce que vous proposez, quel est l'apport que ça va amener sur le marché, qui vous êtes. C'est vraiment cette première partie. Le deuxième aspect du plan d'affaires consiste dans le modèle d'affaires. Donc, comme je le disais plus haut, le modèle d'affaires, c'est le comment en fait. Donc, ça va être vraiment toute cette partie marketing où il va être essentiel pour vous d'aller faire des recherches. Alors, pour certains, c'est peut-être pas forcément la partie la plus plaisante. Pour d'autres, c'est les chiffres qu'ils ont en horreur. Chacun a un peu sa bête noire. Mais l'analyse du marché va vous forcer à sortir vraiment de votre bulle, entre guillemets, de votre secteur, de votre idée que vous trouvez géniale, percutant, innovante, enrichissante. Mais vous n'êtes peut-être pas le seul sur le marché. Même si vous avez un produit qui est innovant et qui est nouveau, vous allez sans doute devoir faire une analyse de marché parce qu'il va falloir que vous prévoyez, vous avez une idée géniale, quelqu'un d'autre va sans doute vouloir la copier. Donc, comment vous allez faire avec tous ces mécanismes? Donc, l'analyse de marché va vous permettre vraiment d'étudier qui est votre clientèle. Vous proposez un produit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un en face qui veut l'acheter? Est-ce qu'il y a quelqu'un en face qui est capable de l'acheter, qui a les moyens de l'acheter? Vous proposez un service, oui, mais est-ce que les gens en ont besoin? Si les gens n'en ont pas besoin, comment vous allez susciter le désir? On a l'exemple typique d'iPhone. Hein. À l'époque, le besoin, oui, on avait peut-être un besoin de téléphoner et d'envoyer des messages, mais on ne réalisait pas à quel point l'iPhone aujourd'hui est devenu comme un besoin et une nécessité. À l'époque, c'était un désir qu'ils ont réussi à susciter au point où justement aujourd'hui, on ne peut plus se passer de nos smartphones. Donc, si c'est quelque chose que vous créez, comment vous suscitez le désir? Est-ce que vous avez des concurrents sur le marché? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont
à côté de vous, dans la même province, dans le même pays, comment vous allez vraiment travailler à, à susciter l'engouement pour votre produit. Vous allez devoir étudier votre environnement géographique. Je ne sais pas si vous décidez d'ouvrir une boutique à Montréal, il va falloir que vous étudiez les loyers, les baux commerciaux, combien ça coûte, est-ce qu'il y a de la place disponible. Enfin, c'est tous ces éléments-là que vous allez devoir étudier, analyser, étudier les tendances du marché. Peut-être qu'aujourd'hui, le marché est très favorable à acheter le produit que vous proposez, mais si demain ce n'est plus le cas, comment vous rebondissez? Comment vous vous positionnez face à vos concurrents? C'est beaucoup de questions qu'il va falloir vous poser. Peut-être qu'aujourd'hui, elles ne font pas forcément sens pour vous, mais c'est quand même très important de les avoir à l'esprit, de les avoir en tête, de les analyser, parce que ça va vous permettre, en fait, l'analyse de marché pour moi, c'est vraiment la partie qui vous permet de vous solidifier. En fait, ça vous donne de la crédibilité face non seulement à vos pairs dans le secteur, ça vous permet peut-être, on appelle concurrents là dans la slide précédente, mais peut-être que les concurrents qu'on nomme aujourd'hui, demain, ce seront des partenaires. Peut-être que les concurrents peuvent être des mentors. Donc, ça vous permet non seulement de vous faire connaître, de connaître votre industrie, de connaître votre secteur, mais vous allez pouvoir monter votre projet, monter votre entreprise en ayant vraiment une solide assise, compétence, et puis ça se ressent, ça s'entend, ça se ressent lorsque vous allez parler à un banquier, lorsque vous allez parler à un investisseur, à un partenaire, on arrive très rapidement à détecter les gens qui connaissent leur marché. Ça, c'est, je ne saurais pas forcément le décrire là, mais vraiment en ayant différents clients, différentes entreprises, on sait les gens qui maîtrisent leur marché. Et la personne qui est en face de vous, que ce soit un subventionneur ou un futur partenaire, peut-être un futur business angel, ils n'ont pas besoin de, eux, être techniques ou spécifiques, de connaître leur marché, mais ils ont besoin de comprendre si vous maîtrisez la sphère, la zone dans laquelle vous évoluez. Donc, ne négligez pas cette partie. Elle évolue au fur et à mesure du temps, de l'avancement et de la croissance de votre projet. Mais faire de la veille marketing, c'est la première étape dans le business plan, mais c'est une étape que vous devriez, que je vous conseille en tout cas de garder tout au long de la croissance de votre entreprise parce que le marché évolue, change. Peut-être que vous, votre produit va changer, va évoluer, votre équipe va grandir. Donc, c'est très important de développer cette stratégie de veille marketing. Donc, pour finir sur ce sujet, il y a deux outils qui sont plus ou moins, je pense peut-être assez connus en tout cas, sur l'analyse de marché. Donc, l'une des premières, c'est vraiment le SWOT. Donc, le SWOT, c'est en anglais, hein, mais en français, c'est FOAM. Donc, c'est de développer vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, c'est important que vous normalement, une fois que vous l'avez analysé, c'est décrit un petit peu dans le sommaire du projet. On comprend quelle est votre force. Donc, vous analysez. Vous l'avez peut-être sans doute déjà fait, peut-être pas, mais analysez quelle est la force de votre produit. Quelle est votre force personnelle aussi? Si vous êtes entrepreneur, peut-être que vous avez 30 ans d'expérience dans le domaine, c'est une force. La faiblesse, ce n'est pas là pour comme diminuer ou décourager, mais c'est plus comme une alerte pour vous dire, ah, ça, c'est un aspect que je sais sur lequel je ne suis pas bon. À garder à l'esprit, en tête, ça va peut-être être dans 1 an ou 2 ans une chose que vous allez pouvoir développer. Si votre faiblesse, c'est j'ai pas la formation dans tel domaine, ça va être une incitative pour que dans 1 an ou 2 ans, vous puissiez passer une formation dans ce domaine. Les opportunités, ce sont toutes les opportunités dans votre marché, dans votre secteur. Donc, supposons aujourd'hui, les gens sont de plus en plus, ils aiment de plus en plus, je ne sais pas, boire un certain café venu d'Éthiopie. Vous êtes éthiopien, vous connaissez des producteurs de café dans la région, c'est une opportunité. Là, clairement, c'est une opportunité dans le marché. Donc, vous pouvez mettre en avant cela. Vous avez un contact en Éthiopie qui produit du café. Vous pouvez l'importer ici au Canada. Et puis, la menace, ça va peut-être être la concurrence. Donc, évaluer quels sont
potentiels, c'est les potentiels, hein. C'est peut-être des menaces connues, mais ça peut être des menaces potentielles. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous amener à réfléchir sur les éventualités. J'aime beaucoup une phrase qui dit on s'attend au meilleur, mais on se prépare pour le pire. Donc, c'est vraiment attendez-vous au meilleur. Si vous êtes là, c'est que vous avez un beau projet, c'est que vous voulez vraiment, vous y croyez, d'autres y croient pour vous, des partenaires sont là pour vous aider à avancer, mais préparez-vous pas dans une optique de découragement, mais de savoir comment rebondir et comment choisir un autre chemin si jamais vous vous sentez bloqué par une menace ou quelque chose qui pourrait arriver. L'un des derniers outils, enfin il en existe beaucoup, mais en tout cas sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est ce qu'on appelle les 5 forces de porteur. Donc, si peut-être plus pour des industries où vous faites de la vente de marchandises ou des industries très spécifiques, mais je trouve que les questions dedans sont intéressantes aussi à se poser. Donc, ça vous pousse à faire une analyse sur la concurrence, de vérifier quelles sont les nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans le marché. Ça met l'accent sur le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs. Typiquement, si vous faites de la prestation de service et que vous n'avez qu'un seul client, il a un pouvoir sur vous qui est non négligeable. C'est-à-dire que lui va pouvoir négocier que vous baissiez vos tarifs à la baisse. C'est le seul client que vous n'avez pas trop le choix. Donc, l'idée, c'est de réfléchir aussi comment diversifier votre clientèle. Ça peut être l'inverse. Vous n'avez qu'un seul fournisseur auprès de qui vous fournissez pour votre marchandise. Il a un pouvoir énorme sur vous. Il peut monter les tarifs. Vous n'avez pas trop de choix. C'est le seul fournisseur que vous avez devant vous. Par contre, au contraire, si vous avez une pléthore énormément de fournisseurs en face de vous, là, vous aurez la possibilité de pouvoir négocier vos prix. Donc, les 5 forces de porteur, c'est vraiment de comprendre votre environnement et puis surtout, au travers de ça, des questions que vous allez vous poser, savoir quel est votre pouvoir, quels sont vos leviers d'action par rapport à votre projet, par rapport à votre entreprise. Donc, pour continuer, le troisième point donc, du plan d'affaires, c'est ce qui concerne l'équipe. Donc, l'équipe, ça va être toutes les personnes qui vont participer au projet avec vous. Donc, ça commence avec vous, forcément, le porteur de projet, porteur d'idées, sans doute fondateur. Dépendamment de la structure en plus juridique dans laquelle vous allez être, vous allez peut-être avoir des salariés, peut-être que vous allez juste avoir des membres de votre famille qui vont vous aider. On veut identifier qui rentre dans ce projet. L'idée aussi dans cette partie-là, c'est de pouvoir vous permettre d'identifier que vous avez sans doute des forces autour de vous. Vous avez sans doute un réseau qui va pouvoir vous aider. Quels sont les partenaires avec qui vous pourrez faire affaire? Quels sont, peut-être que vous êtes dans une industrie particulière, vous connaissez quelqu'un qui est renommé dans cette industrie. Ça va pouvoir vraiment être un élément, si la personne est en accord, bien sûr, un élément qui va crédibiliser votre dossier, donc vous apporter beaucoup de crédibilité parce qu'on se dit, vous êtes accompagné d'une personne qui est championne dans ce domaine. Vraiment, on veut comprendre comment et surtout avec qui vous allez faire ça. Il n'y a absolument aucun problème à ce que vous soyez seul. Dans le qui, c'est moi, je suis expert comptable, je vais lancer mon cabinet, je vais chercher mes clients, ainsi de suite. Ce n'est pas problématique que vous soyez seul dans le qui, mais c'est important aussi de savoir que l'on puisse voir que vous savez vous entourer des éléments de personnes importantes et que vous, en fonction du secteur dans lequel vous allez vous trouver, ça va paraître très bizarre que vous soyez seul. Donc, comme je dis, des métiers de prestation de services, avocat, expert comptable ou autres, ça ne choque personne que vous soyez seul parce que c'est un métier de prestation de services et donc c'est la connaissance de la personne qui fait quelque part son entreprise. Par contre, je ne sais pas si vous êtes dans la restauration, que vous décidez d'ouvrir un restaurant,
c'est très peu probable que vous soyez seul. Vous allez forcément avoir quelqu'un qui fait le service, quelqu'un qui est peut-être à la plonge ou autre. Enfin voilà, il va y avoir forcément d'autres partenaires avec vous. Donc, on veut identifier qui participe à ce projet avec vous. Avant de se lancer dans le quatrième élément, qui est sans doute celui qui effraie beaucoup de monde, donc parmi les personnes connectées, est-ce que vous pouvez répondre juste par oui ou par non? Pas besoin de mettre un montant, mais est-ce que vous avez réussi ou identifié le montant dont vous avez besoin, le financement dont vous avez besoin pour votre projet? Vous pouvez répondre par oui ou par non, pas besoin de mettre de montant. Ok, je vois un oui. Parfait. Deuxième élément, non, ok. Parmi ceux qui ont identifié le montant dont ils ont besoin, et comment vous l'avez déterminé? Est-ce que vous avez déjà fait un business model? Est-ce que vous avez déjà fait un budget? Est-ce que, ok, montage financier. Est-ce que c'est un achat particulier que vous avez fait et là vous vous dites, ben, je sais que mon achat coûte tant, donc voilà le montant dont j'ai besoin. Est-ce que c'est au travers d'un plan d'affaires? Donc, montage financier, en tout cas, c'est assez prévision financière. Ok, super, super, parfait. Donc, la partie finance va s'établir en trois aspects. Il y a un atelier la semaine prochaine avec mon collègue Steve Ounou qui va vous parler plus précisément des états financiers et de comment avancer dans votre projet avec ça. Mais on va regarder à trois aspects. Donc, l'aspect de votre budget, votre aspect prévisionnel, et on verra dans le cas pratique votre prévisionnel d'activité. Donc, on va commencer par le prévisionnel. Vous voyez, je vous parle de chiffres et j'ai pas mis de chiffres encore, sauf le 3 à 5 ans. Donc, le prévisionnel, en général, on le base sur 3 à 5 années. Donc, ça nous permet, nous, en tant que financiers, professionnels de la gestion, d'évaluer un petit peu la tendance de votre activité. Il y a souvent rien de choquant à ce que la première ou la deuxième année soit en déficit parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre votre besoin de financement. Donc, une activité qui ne fait pas de bénéfices dans la première ou la deuxième année n'est pas dérangeante. À partir de la troisième année, ça commence, on a plutôt envie de voir du positif. Mais en tout cas, sur les 2 premières années, ce sont les éléments qui vont nous permettre de comprendre le besoin justement de financement de votre entreprise. Et puis, ben, c'est parfait pour vous si, lorsque vous faites votre prévisionnel, vous êtes tout de suite en positif. C'est que souvent dans les activités de prestation de services, les marges sont très faibles. Je rencontre un client, je suis expert comptable, je rencontre un client, il a besoin que je lui fasse sa comptabilité. Je n'ai pas d'argent à débourser finalement avant de le rencontrer. Il me paye mon contrat, donc c'est quasiment que du positif. Que du chiffre d'affaires qui rentre pour moi, sauf si j'ai des éléments des déplacements ou autres. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il est possible que vous commenciez votre affaire en positif. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est qu'il y a des besoins de financement. Donc, on va le décliner en trois aspects. Le premier aspect, c'est vraiment tout l'aspect de vos revenus, de votre chiffre d'affaires. Donc, ça va être là où on a besoin de comprendre quels vont être vos revenus en termes de prestation de services ou de vente de marchandises. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de vendre ou de produire sur la première année, donc sur la première année, deuxième année, troisième année. Ensuite, on a besoin de comprendre, est-ce que vous avez déjà un financement qui est prévu? Donc, est-ce que votre banque vous accompagne? Est-ce que vous avez une subvention qui est garantie? Donc, ça rentre dans la catégorie des revenus. Donc, on a besoin de comprendre en premier lieu quelles sont les sources de revenus que vous prévoyez. C'est un prévisionnel, hein, donc c'est vraiment ce que vous prévoyez. Restez le maximum possible proche de la réalité. On n'a pas besoin d'avoir des prévisionnels faramineux parce que c'est un outil qui est censé vous aider. Donc, si vous gonflez vos chiffres juste pour essayer d'obtenir un financement, ben, ça ne vous sert pas en fait. Donc, l'idée du prévisionnel, c'est vraiment un outil qui est d'abord pour vous.
J'aime beaucoup donner un peu cette image que le prévisionnel, c'est un peu comme la destination que vous voulez atteindre. Donc, c'est un peu là où vous voulez aller. Et on le verra par après. Le flux de trésorerie, c'est un peu votre GPS qui vous dit étape par étape comment vous rendre à cette destination. Donc, ça sert à rien de gonfler les prévisionnels, de changer les chiffres juste pour pouvoir plaire à un financier, un investisseur, un subventionnaire, parce que c'est d'abord un outil qui vous sert à vous en premier lieu. Donc, prévisionnel, revenu. Ensuite, deuxième partie, on a besoin de connaître quels sont vos frais fixes et vos frais variables. Alors, les frais fixes, ce sont tous les frais, toutes les charges que vous aurez, que vous ayez de l'activité ou non. Je m'explique. Si vous avez un local que vous louez pour votre activité, que vous ayez des clients ou non, vous allez devoir payer votre loyer à la fin du mois. Si vous avez une assurance que vous payez annuellement ou mensuellement, peu importe la façon dont vous la payez, mais que vous ayez des clients ou non, vous allez devoir la payer. Donc, ce sont tous ces frais qui sont dus, quel que soit l'activité que vous avez, quel que soit le nombre de marchandises que vous vendez. Ensuite, on a besoin de connaître vos frais variables. Donc, eux, justement, ils sont variables, ils dépendent de votre activité. Donc, plus vous allez vendre de produits, plus vous allez acheter de matières premières ou dépendamment de votre secteur, plus vous allez faire de prestations de services, plus peut-être je ne sais pas si vous êtes dans des locaux, votre facture d'électricité va monter, baisser en fonction de l'utilité que vous en faites. En tout cas, ce sont tous les frais qui bougent, qui varient en fonction de votre activité. Donc ça, vos revenus moins vos charges fixes, vos charges variables, nous donnent un résultat qui va être positif, bénéfice, ou négatif, déficit, en fonction de votre activité. Donc, si votre prévisionnel est négatif, donc vous arrivez à un prévisionnel, je ne sais pas, vous avez prévu vous avez des revenus de 5 000 $ et vous avez des charges de 7 000 $, donc vous allez être en déficit de 2 000 $. Le 2 000 $ nous dit que c'est votre besoin de financement. Donc, d'où l'idée de ne pas gonfler les chiffres, pas besoin de faire des calculs mathématiques dans votre fichier Excel pour arriver à zéro, parce que ce sont ces montants-là, c'est ce résultat qui va nous permettre de comprendre, il y a un besoin de 2 000 $ de subvention pour vous, et c'est comme ça que vous allez pouvoir solliciter vos subventionneurs, votre banque et différents, peut-être des business angels, de la love money, dépendamment de comment vous subventionnez, de comprendre que si cet écart-là, si j'ai ce montant-là, je vais pouvoir faire tourner ma business. Le deuxième état qui est important, donc comme je le disais, le prévisionnel, c'est votre destination. Le flux de trésorerie, c'est les étapes par lesquelles vous allez passer pour arriver là où vous voulez aller. La différence entre un prévisionnel et un flux de trésorerie, c'est que le prévisionnel, c'est votre projection sur l'année de ce que vous allez faire, de vos activités. Le flux de trésorerie, ce sont pour simplifier les termes, parce que nous on parle en gestion d'encaissement et de décaissement. Je pense que c'est un terme qui est plus ou moins compris, mais entre guillemets, c'est tout l'argent qui rentre dans votre compte d'entreprise, ou dépendamment si vous êtes à votre compte, en tout cas dans votre compte, tout l'argent qui rentre et tout l'argent qui sort. On veut savoir, vous commencez le mois avec 1 000 $, vous faites rentrer un 5 000 $, donc vous êtes à 6 000, mais en même temps, vous faites sortir 7 000. Donc là, à la fin du mois, vous êtes en négatif. Donc, le flux de trésorerie, là où il fait une différence avec le prévisionnel, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir un client qui vous fait une commande, on est au mois d'août, il vous fait une commande au mois d'août, aujourd'hui, pour de la marchandise, pour 10 000 $ de marchandise, par exemple. Mais donc, dans votre prévisionnel, vous allez y avoir un revenu de 10 000 $ parce que vous avez une commande passée par un client, 10 000 $ dans vos revenus. Par contre, le client, il ne vous paye que le 15 septembre. Donc, cette trésorerie, dans le prévisionnel, ça va apparaître en août, mais dans votre flux de trésorerie, ça va apparaître en septembre. Donc, c'est là où il y a la différence, et c'est très important de faire une différence entre votre prévisionnel et votre flux de trésorerie, parce que beaucoup d'entrepreneurs et même d'entreprises qui sont déjà lancées ont ces écarts entre justement des commandes clients qui arrivent, mais avant peut-être de pouvoir fournir votre client, vous allez devoir débourser de l'argent. Et des fois, il y a des écarts entre
vos revenus, votre chiffre d'affaires qui va réellement rentrer dans votre compte en banque et toutes les dépenses que vous allez devoir faire en amont pour pouvoir fournir le service ou fournir les produits. Donc, c'est un outil qui est très important à suivre, à ne pas négliger, très important pour la première année, mais aussi très important pour les années suivantes. Moi, j'ai des clients actuellement qui ont justement des besoins de suivi. Enfin, je mets en place justement des flux de trésorerie parce que ils obtiennent des subventions d'un certain montant, on parle en millions d'euros, mais avant justement que ces subventions, parfois les subventions provinciales ou fédérales, soient décaissées, eux, leur projet, il avance. Donc, ils ont peut-être obtenu une subvention de 2 millions d'euros, mais ils l'auront au fur et à mesure du temps. Et en attendant, eux, ils vont devoir décaisser cet argent-là. Donc, comment faire, comment suivre le flux de trésorerie, c'est important pour votre business plan, mais ça va être un outil qui va être très important pour toute la durée de votre entreprise. Donc, c'est vraiment important de le mettre à jour. Ça va vous permettre de rebondir s'il y a des imprévus. Si vous, je ne sais pas, un client vous paye en retard, un fournisseur vous demande de payer maintenant, que peut-être, bon là j'invente un petit peu, mais supposons que vous aviez prévu une entente avec un fournisseur, vous deviez le payer en 3 fois, puis finalement il vous demande de le payer en une seule fois, ben, c'est vraiment des outils, et c'est pour ça que j'insiste, ce sont d'abord des outils pour vous, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre, grâce à ça, de prendre d'autres décisions, de voir les leviers qui sont en votre possession et justement de rebondir face aux imprévus. C'est pas quelque chose qui est fixe, mais ce sont vraiment des outils vivants qui vont vous aider à avancer dans votre lancement, mais aussi pour la gestion de votre entreprise tout au long de sa vie. Pour la partie juridique, alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça dépend tellement de la spécificité de votre secteur, de votre projet, de votre idée, mais il existe plusieurs formes juridiques qui existent. Là, c'est justement quelque chose, dépendamment du secteur dans lequel vous allez évoluer, vous allez voir, et dans votre analyse de marché, de toute façon, normalement, vous aurez repéré que vos concurrents, voilà, qui sont en restauration, la plupart du temps, sont sous telle forme d'entreprise. Vous allez voir que les acteurs du milieu culturel sont souvent sous forme d'OBNL. Les personnes qui travaillent à leur compte sont souvent en entreprise individuelle, parfois sont incorporées. Dépendamment vraiment de votre secteur d'activité, il va être très judicieux de choisir la forme juridique, la forme légale sous laquelle vous allez démarrer. Il va y avoir un troisième atelier, donc je crois que c'est le 28 août, sur les taxes. Mais justement, cette partie juridique est importante parce que ça va déterminer aussi quelle va être votre imposition. Donc, l'imposition de vos revenus, de votre chiffre d'affaires, va être différente dépendamment que vous soyez un OBNL ou que vous soyez une incorporation. Donc, c'est aussi une étape stratégique. Dépendamment justement du flux que vous allez avoir, ça peut être très stratégique de réfléchir à quelle doit être la forme juridique que vous devez emprunter. Et puis, dans cette partie-là, on y met aussi le fait de réfléchir, et ça, c'est aussi quelque chose que normalement, vous aurez étudié dans votre analyse de marché, mais quelles sont les réglementations de votre secteur? Est-ce que, je le disais un peu plus tôt, mais est-ce que vous allez devoir vous faire partie d'un ordre? Avant de faire partie d'un ordre, souvent, ça va vous demander à passer des formations. Donc, est-ce que ça va vous demander de retourner à l'université pour prendre des cours? Est-ce que vous allez devoir obtenir un permis, une licence? Quelles sont les formations réglementaires sur votre secteur? Là encore, je reviens sur l'idée de ces questions que vous allez vous poser, ces questions que vous allez, auxquelles vous allez devoir répondre. Ce sont des mécanismes qu'il va falloir que vous preniez en compte parce que ce sera exactement la même chose si vous partez votre entreprise. Elle croît, elle grandit, elle prospère et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais dès lors que vous allez avoir un nouveau projet, je ne sais pas, vous décidez de
de faire une filiale de votre entreprise dans un autre pays, dans une autre province. Vous allez vous reposer les mêmes questions. Quelles sont les normes juridiques dans cet État? Il faut faire un prévisionnel, il faut réfléchir à qui va travailler là-bas. Donc, c'est souvent les mêmes mécanismes du plan d'affaires que pour de la gestion de projet. Pareil, si vous travaillez dans le milieu culturel, vous allez voir que vous allez vous poser les mêmes questions que l'on se posait pour le plan d'affaires pour un événement. C'est quoi l'événement? Pourquoi je le fais? Comment je vais faire? Je vais analyser un petit peu le secteur. Avec qui je vais le faire? Combien? Les finances, les ressources. Qu'est-ce que ça va coûter? Et le juridique, est-ce que j'ai besoin d'un permis pour pouvoir être dans le parc dans lequel je veux faire mon événement? Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation de la mairie? C'est vraiment développer un mindset, c'est toujours les mêmes questions au fur et à mesure. Ce n'est pas juste pour le début de votre projet et de votre entreprise, c'est quelque chose qui est pérenne pour l'accroissement de votre entreprise. Donc, pour résumer, je l'ai un petit peu fait, mais donc on reprend l'idée. Donc, les 5 points essentiels du plan d'affaires que l'on doit voir apparaître. Donc, le projet, qui êtes-vous, votre identité, vos missions, vos valeurs, on veut vous connaître. Quel est votre modèle d'affaires? Quelle est votre spécificité, votre particularité? Si vous vendez un produit qui existe déjà, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Si vous apportez un service qui existe déjà, est-ce que vous avez une nouvelle clientèle? Quelles vont être les différences? Quelle va être votre analyse de marché? Ensuite, on veut savoir avec qui vous allez le faire, identifier qui va faire partie de votre projet. Vos finances, on veut savoir comment, combien, comment vous allez faire en sorte que ce projet puisse être établi. Et ensuite, au niveau juridique, aller chercher toutes les réglementations nécessaires pour que votre projet puisse prendre vie. Alors, c'est beaucoup de théories. J'imagine que vos idées avaient déjà été maturées, réfléchies, ainsi de suite. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un cas pratique pour voir un petit peu en action qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on va aider un ami, Kwame. Hein. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Kwame dans le, dans le panel. Mais donc, Kwame a un projet. Kwame, il est passionné de cuisine depuis qu'il est jeune. Il est d'origine sénégalaise et ivoirienne, donc il a grandi en cuisinant avec ses parents les plats traditionnels de la cuisine ouest-africaine. Donc, peut-être pour ceux qui connaissent, il sait cuisiner le tiep-djen, le yassa, le mafé, il fait du foufou sauce graine, aloko, attiéké. Il connaît tous les plats de la cuisine ouest-africaine. Là, on va commencer à avoir faim là, avec un petit peu toutes ces choses-là. Il est connu dans sa communauté, il est connu dans son secteur, il a l'habitude de faire des événements pour ses amis à l'université, c'était lui qui préparait les plats, il a une très belle renommée, il est très professionnel, les gens sont ravis de ce qu'il fait. Mais Kwame, il vit à Montréal et il a constaté que la cuisine ouest-africaine, oui, il y a quelques restaurants, mais elle n'est pas si connue que ça. Il voit bien qu'il y a beaucoup de restaurants thaïlandais, vietnamiens, les saveurs asiatiques qui peuvent ressembler quelque part un petit peu aux saveurs africaines, en tout cas en termes d'épices, en termes de cuisine qui peut être plus ou moins relevée. Donc, il voit bien, les Québécois sont ouverts quand même aux saveurs du monde, aux cuisines, à la découverte de nouveaux plats, mais il fait ce constat qu'il a l'impression que sa cuisine, qui lui tient tant à cœur, n'est pas tant que ça à représenter dans son environnement. Donc, il a le déclic, hein, c'est sa passion, il veut en faire un projet, il décide de se lancer, il a déjà trouvé le nom de sa compagnie qui va s'appeler Afro-Délices. Et donc, on va l'aider à monter son business plan et à se poser les bonnes questions pour son projet. Donc, on reprend les 5 étapes. Donc, projet, modèle d'affaires, équipe, finance, juridique. Donc, dans le cas de Kwame, son projet, oui, lui, il l'a maturé, il connaît ses compétences, ses forces, ses faiblesses, mais il va falloir qu'il se pose les bonnes questions. Kwame, il est passionné de cuisine, mais est-ce qu'il veut ouvrir un restaurant? Est-ce qu'il veut être traiteur? Est-ce qu'il veut faire... il est passionné, il veut transmettre, donc est-ce qu'il veut faire des ateliers culinaires? Il va falloir qu'il se pose des questions essentielles à son projet.
Il existe des restaurants, moi j'en ai un pas loin de chez moi, des restaurants aux saveurs ouest-africaines à Montréal. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Voilà, quelle est son identité? Il va falloir qu'il définisse sa mission, ses valeurs, sa vision et surtout qu'il puisse expliquer sa spécificité dans le marché et comment il va vendre son produit. Donc, il va besoin de faire son analyse, combien il va vendre ses produits, qui peuvent être ses clients. Est-ce que ça va être juste des personnes issues de la communauté afro qui ont peut-être l'habitude de ces plats, pour ceux qui ont immigré, qui veulent retrouver peut-être des saveurs, des souvenirs de ces plats-là, ou alors, est-ce qu'il veut vendre ses plats à toute la population montréalaise, voire québécoise, voire peut-être il veut faire un restaurant international. On ne sait pas. Il va falloir qu'il nous le précise. Kwame, est-ce qu'il veut vendre aussi à des professionnels? Donc, ça va être peut-être une présentation différente. Ça va pas être un restaurant. Donc, il va falloir qu'il fasse une étude, une analyse qui est prêt à manger les plats ou les saveurs de Kwame. Ensuite, l'équipe. Oui, Kwame est passionné de cuisine, c'est un chef, il s'y connaît, il est professionnel, il s'est formé dedans, mais il va sans doute pas pouvoir faire cela tout seul. Donc, qui va pouvoir l'aider dans son projet? Qui va travailler avec lui? C'est des questions qu'il va falloir qu'il se pose. Et puis ensuite, partie finance. Comment il va monter son projet? Combien? Qu'est-ce que ça va coûter? Où est-ce qu'il va acheter ses produits? Qui vont être ses fournisseurs? Et puis, au niveau juridique, est-ce qu'il va avoir besoin de passer des formations, d'avoir un permis? Est-ce que juste sa passion est suffisante? Il va sans doute falloir qu'il détienne certaines licences ou certains permis pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Donc, pour résumer, moi, je vous ai fait un speech là, très passionné de Kwame, de sa présentation, mais on a besoin que ce soit succinct et concis. Donc, ça peut ressembler à ça. Donc, sa présentation, donc son identité, Kwame, il nous présente son âge. Il est passionné de cuisine ouest-africaine. Il va nous parler de son expérience, ses compétences, son contexte, le constat. Il a fait le constat que les plats ouest-africains n'étaient pas représentés, donc il a identifié une opportunité. Il a observé, donc il a observé plus ou moins, ça peut être un besoin, mais ça peut être aussi de susciter un désir au travers de ça. Peut-être que les Montréalais ne connaissent pas la cuisine ouest-africaine, donc il peut susciter un désir au travers de ça. Il a eu un déclic au travers de ça. Il a le nom de son projet, de son entreprise qui s'appelle Afrodélice. Et son objectif, c'est de proposer ces plats-là à une clientèle potentielle. Donc ça, c'est sa présentation. Son modèle d'affaires, donc, ça va être sa force, ça va être justement sa compétence, son expérience, sa réputation aussi au travers de son réseau. Il a déjà constaté, il a déjà eu des clients, il a vu que ça fonctionnait. Et puis, c'est là, dans cette étape-là, que vous allez pouvoir identifier, que vous allez pouvoir travailler sur peut-être que votre proposition, la proposition, par exemple, si on prend l'exemple de Kwame, sa proposition à la base, c'était juste de permettre que la cuisine qu'il aime, qu'il adore, soit connue de tous. Oui, mais peut-être que ça existe déjà. Donc, comment peut-il faire cela différemment? Donc, peut-être que Kwame, il peut justement travailler sur cette tendance au niveau du fait de Elfie, de prendre soin de soi. Donc, peut-être que dans ses plats, au lieu d'utiliser de l'huile de palme, il va utiliser, je ne sais pas, de l'huile d'avocat, par exemple. Peut-être que pour certains légumes, il peut faire un partenariat avec des acteurs locaux, utiliser des tomates qui poussent au Québec. Enfin, voilà, c'est vraiment là l'idée du modèle d'affaires, c'est aussi de susciter chez vous peut-être des spécificités qui vont vous distinguer. On veut vraiment rechercher comment vous vous distinguez de ce qui existe déjà. Et faire la différence. Donc ça peut être des éléments clés, des forces que Kwame peut mettre en avant. Sa faiblesse, ça va être effectivement, s'il travaille seul, il va être limité, il ne va pas pouvoir faire des plats pour 300 personnes s'il travaille tout seul. Donc, c'est d'identifier quelles peuvent être ses limitations.
au niveau logistique, s'il est traiteur, par exemple, il va peut-être pas pouvoir servir des clients à Toronto parce que 6 heures de route, c'est un peu loin. Peut-être qu'il peut servir des clients à Ottawa qui sont à 2 heures. Donc, il va falloir qu'il réfléchisse et qu'il délimite son champ de possible avec les capacités qu'il a actuellement. Donc, vous voyez, l'analyse de marché, c'est pas tant de juste aller chercher un peu les concurrents ou quoi, mais c'est aussi que vous puissiez réfléchir à voilà ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Peut-être que demain, il va grandir et justement, ça va lui permettre de s'accroître. Mais l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de susciter la réflexion pour trouver des solutions. Donc, qui vont être ses concurrents? Oui, s'il existe déjà des traiteurs, ça va être des concurrents, surtout s'il veut se lancer auprès de professionnels. Et puis, forcément, les restaurants africains qui existent déjà. Et puis son avantage compétitif, donc justement, Kwame, il va avoir comme idée d'adapter certaines saveurs, de faire peut-être un peu de cuisine fusion, de faire une présentation qui soit différente. Pour ceux qui connaissent la cuisine ouest-africaine, souvent on a des gros plats bien préparés et bien garnis. Peut-être qu'il va faire des petites présentations de traiteurs qui va permettre de rejoindre une clientèle de professionnels lors d'événements. Enfin voilà, il va vraiment falloir réfléchir à quelque chose qui sort de l'ordinaire pour se distinguer et pour permettre d'atteindre peut-être un public qui ne le connaît pas encore. Ensuite, l'équipe. Là, moi, dans ce cas-là, je suis partie du principe que Kwame allait travailler à son compte. Il va avoir un assistant qui va l'aider. Il va faire appel à un livreur pour livrer sa nourriture. Donc, Kwame a décidé de se lancer en tant que traiteur. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ce ne sera pas un restaurant, ce sera vraiment traiteur. Il va faire un partenariat avec un fournisseur local de la région de Montréal qui va lui fournir ses légumes et ses fruits. Donc, il va avoir cette connotation écologique en plus d'un circuit court qui va apporter de la valeur à ce qu'il va délivrer auprès de ses clients. Et puis, les qui, ça peut être les subventionneurs ou les financeurs qui sont déjà garantis. C'est là aussi, vous pouvez mettre qui participe à ce projet. Et puis, d'autres partenaires, si vous en avez, qui vont parfois même vous demander de pouvoir être comme des commandites et donc de les citer dans votre projet. Alors, on va passer à la partie des chiffres. J'en profite pour remercier ma collègue Warissa, je ne sais pas si elle est en ligne, mais qui m'a pas mal aidée. Donc, même nous, en professionnels de chiffres, on se fait aider. Donc, il m'a pas mal aidée sur la partie de données chiffrées. Donc, dans la partie théorique, donc, je vous ai parlé du budget prévisionnel et du flux de trésorerie. Mais pour pouvoir arriver à un prévisionnel et un flux de trésorerie, il va falloir que vous déterminiez quelle va être votre quantité d'activité, si je peux dire ça comme ça. Et ça va être aussi dans votre analyse en amont. Donc, Kwame, il est seul, forcément, il ne peut pas travailler plus de 24 heures par jour. Il est forcément limité par le temps, il est forcément limité par ses capacités, il va peut-être être limité par son espace. Donc, toute cette étude-là que vous allez faire va vous permettre justement de générer des chiffres. Donc, nous, on est parti d'une hypothèse où Kwame, il ne peut pas servir plus de 35 clients à la fois entre lui et son assistant-chef. Il a prévu de démarrer avec deux événements à partir du mois de septembre. En décembre, il va doubler son activité parce que c'est le mois de décembre. Donc, il mise à trouver peut-être au niveau des entreprises toutes les compagnies qui font des parties de Noël, ainsi de suite. Donc, ça va pouvoir être le moment pour lui de doubler son activité. Il a une croissance au mois de février parce que le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est l'occasion pour lui vraiment de se faire connaître, de faire connaître son activité dans la communauté, puisque justement, c'est un mois où il y a beaucoup d'événements qui se passent au sein de la communauté. Donc, c'est là aussi, réfléchissez aux opportunités qui peuvent se présenter à vous, dépendamment de votre secteur et dépendamment justement de la zone géographique dans laquelle vous êtes. Ça, normalement, vous l'avez analysé
dans votre analyse de marché, justement, les opportunités, ce qui se passe dans votre secteur. Donc, typiquement, le mois de février est un mois propice pour Kwame afin de faire augmenter son activité. Et puis, à partir du mois de mai, le mois de mai, c'est l'ouverture des festivals ici, surtout à Montréal. C'est comme ça que ça se lance au mois de juin. Mois de juillet aussi, on en a pas mal. Mois de juillet, on a Nuit d'Afrique, par exemple, ici à Montréal. Donc, c'est des opportunités, justement, d'aller chercher de la clientèle spécifique. Ça peut être aussi une clientèle, comme il faut s'adresser aussi à une plus large clientèle québécoise, mais saisissez les opportunités qui s'offrent à vous, surtout quand elles concernent votre secteur. Donc, ça va être important de définir ce que vous êtes capable de faire, combien de marchandises vous pouvez vendre, combien de marchandises vous pouvez acheter. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre par derrière de pouvoir élaborer un prévisionnel. Donc, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, donc toutes les activités qui sont prévues vont nous permettre d'avoir des chiffres concrets. Donc, Kwame, il avait établi que ses coûts, ce serait 65 $ par tête, qu'il aurait une marge en fonction de ça. Donc, on calcule automatiquement. Donc, voilà, il a ses revenus. Il a son salaire qui ne se versera qu'à partir du mois de janvier, donc il se laisse un temps avant de se permettre de se verser un salaire qui est moindre, mais qui est essentiel peut-être pour lui pour vivre. Ça va dépendre de votre projet, de ce qu'on va vous conseiller. Parfois, des entrepreneurs ne se versent pas forcément de salaire la première année, d'autres peuvent se permettre de le faire. Ça va vraiment dépendre de votre modèle d'affaires. Donc, on a vraiment différencié les charges fixes qui seront là quoi que Kwame fasse des prestations ou pas, et ces charges variables qui vont varier en fonction de son activité. Donc, on voit qu'en première année, Kwame finit en négatif. Donc, il a un déficit de 4 833 $ en première année. Donc, ça va être le besoin en financement qu'il va devoir aller chercher pour sa première année. En deuxième année, il a un déficit de 2 700 $. Donc, il va falloir qu'il aille chercher un fonds pour sa deuxième année. Et à partir de la troisième année, il fait du bénéfice. Donc, ça, c'est la supposition, l'hypothèse qu'on a pris pour l'exemple de Kwame. Kwame, il a aussi donc son flux de trésorerie qui varie, qui fluctue en fonction des activités, des achats de marchandises qu'il a. Donc forcément, les premiers événements que Kwame va faire en septembre, si l'événement par exemple a lieu le 1er septembre, c'est au mois d'août qu'il va devoir acheter sa marchandise. Donc là, son activité commence en septembre, mais pourtant c'est au mois d'août qu'il va commencer à devoir débourser de l'argent. Donc c'est là l'importance du flux de trésorerie, de pouvoir anticiper les décaissements ou les encaissements, mais surtout en général, c'est pour les décaissements qu'on veut surtout le flux de trésorerie, mais de pouvoir que vous puissiez anticiper les besoins que vous allez avoir et pouvoir potentiellement trouver des solutions. Peut-être que dans le cas de Kwame, ce qu'on lui recommanderait fortement, c'est de demander un acompte pour les prestations qu'il va faire. Donc, c'est aussi des éléments qui vont vous permettre de peaufiner vos aspects juridiques. Donc, pour certains, peut-être qu'il va falloir faire des contrats, des conditions générales dans la vente de prestations et de services que vous allez faire, peut-être dans la vente de marchandises. Voyez avec vos fournisseurs, c'est là où vous allez peut-être pouvoir établir, de pouvoir payer en plusieurs fois. En tout cas, c'est un outil qui va vous permettre de voir quelles sont peut-être les actions que vous allez devoir prendre en amont parce que votre trésorerie, sinon, ne va pas tenir. Et ensuite, au niveau juridique, donc Kwame, il a décidé de s'incorporer tout simplement. Il a un capital social qui correspond au fonds que lui a mis dans son entreprise. Donc, Kwame est régi dans son secteur par des réglementations. Donc, il va devoir avoir non seulement une assurance de responsabilité civile, surtout qu'il va travailler avec des professionnels. Il va devoir aller chercher un permis MAPAC qui a un coût. Donc ça, il va devoir, il sait déjà dans son prévisionnel, mais il va devoir aller chercher ce permis et il va devoir faire une formation en hygiène et en santé. Donc, c'est très spécifique pour le cas de Kwame, mais c'est ces questions que vous allez devoir vous poser
dans votre secteur? Est-ce qu'il va falloir que vous alliez chercher des licences, des permis, des règles, une réglementation en tout cas? Est-ce que vous allez devoir répondre à une réglementation spécifique de votre secteur? Donc, on arrive à la fin. Une dernière fois pour résumer, on boucle la boucle. Donc, votre idée, votre projet, dites-nous qui vous êtes, dites-nous quelle est votre idée, en quoi vous êtes génial, on veut vous connaître. On veut savoir comment vous allez faire, comment vous allez vendre, à qui vous allez vendre, analysez votre marché, connaissez votre secteur, montrez-nous que vous savez de quoi vous parlez et que vous comprenez, vous n'êtes pas tout seul dans votre bulle, vous avez compris qu'il y a un monde autour de vous et que vous pouvez vous adapter aux évolutions du marché et aux tendances du marché. Avec qui vous allez le faire, qui sont vos partenaires, qui sont vos membres d'équipe, qui sont peut-être vos salariés ou vos futurs salariés, de qui allez-vous avoir besoin potentiellement pour mener à bien votre projet. Votre plan financier, on sait où vous voulez aller, mais comment vous allez vous y rendre. Donc, donnez-nous des chiffres vrais, proches de la réalité. C'est possible qu'ils bougent, mais en tout cas, soyez le plus proche possible de votre réalité. Et enfin, la partie juridique, allez chercher quelles sont les réglementations spécifiques de votre secteur, surtout pour ceux qui sont dans des secteurs de niche. Il y a peut-être des réglementations spécifiques. Allez voir si vous allez avoir besoin peut-être de déposer un brevet si vous avez fait une découverte extraordinaire. N'oubliez pas d'aller à l'office pour déposer votre marque peut-être ou votre idée. Mais en tout cas, réfléchissez à la partie juridique. Est-ce que vous allez devoir faire des contrats avec vos fournisseurs, des contrats avec vos clients? Est-ce que vous allez devoir rédiger des conditions générales? Est-ce que vous allez devoir avoir une licence? Ce sont toutes ces questions essentiels que vous allez devoir vous poser et que vous allez devoir répondre pour que votre entreprise vraiment soit bâtie de façon, oui, professionnelle, mais surtout qu'elle puisse être pérenne et qu'elle puisse durer un maximum dans le temps. C'est tout pour moi pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont venues tout au long de la session. J'ai juste vu rapidement passer dans le chat, mais est-ce qu'on a des questions spécifiques? Merci beaucoup, Bidia. J'ai vu qu'il y a 2 questions dans le chat box. La première question de Alexia est: comment reconnais-tu et fais-tu la distinction entre quelqu'un qui connaît son marché et quelqu'un qui ne connaît pas son marché? C'est vraiment souvent, vous allez le voir dans la discussion, la personne qui connaît son marché va vraiment vous citer des exemples déjà. C'est vraiment souvent dans la présentation, par exemple, on va reprendre le cas de Kwame, il va être capable de nous dire, tu sais, dans sa discussion, oui, mais je connais tel restaurant, je connais un tel, il fait ça, oui, mais il le fait pas comme ça. En fait, dans la façon dont il va présenter, et puis même dans la passion, hein, souvent avec laquelle les personnes vont nous présenter leur projet, on voit... c'est vraiment plus, je ne sais pas si je peux dire du discernement, mais en tout cas, c'est dans les éléments qu'elle va apporter, on arrive quand même à discerner la profondeur qu'apporte la personne qui est en face de nous. Et ce, même si on n'est pas vraiment dans le secteur. Vous allez voir que si c'est quelqu'un qui est dans les technologies, il va, dans son discours, vous parler de oui, un tel, il a fait ça, et puis j'ai vu que dernièrement, il y a ça qui est sorti. Vous y comprenez rien là. Parfois, c'est comme une langue complètement inconnue ce qu'il va vous dire, mais il va vous parler des dernières nouveautés. Il va vous dire qu'il avait déjà fait ça par le passé, que là, les gens, ils connaissent pas. Enfin, vous allez voir dans le discours que la personne, elle connaît son environnement. Ça va pas juste quelqu'un qui va se dire... supposons, on va reprendre encore l'exemple de Kwame, qui ne connaît pas son secteur, ça va être quelqu'un qui va dire, il n'y a aucun restaurant africain à Montréal, je suis le seul qui sait cuisiner, j'ai fait exprès d'exagérer, hein, je suis le seul qui peut proposer ça, donc voilà, il faut absolument que je le fasse. Ben non, il existe des restaurants africains à Montréal, c'est peut-être juste qu'on ne les connaît pas, c'est peut-être juste qu'on ne sait pas où ils sont, et c'est peut-être juste qu'ils ne proposent pas peut-être de faire d'être traiteur, enfin ce sont des restaurants, ce ne sont pas des traiteurs, et il existe des traiteurs africains aussi à Montréal, est-ce que Kwame les connaît? Donc en fonction de ça, peut-être que dans la discussion justement, par exemple,
pour reprendre encore l'exemple de Kwame, il va être capable de me dire, un tel est traiteur, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer des petites barquettes et puis dessus, je vais faire de la fusion. Donc, on comprend là que Kwame, il connaît qu'est-ce que fait son concurrent, qu'est-ce que fait son collègue. Pas forcément concurrence, là, ça peut être complémentaire, mais en tout cas, ça s'entend dans la discussion quand quelqu'un connaît son marché. Je ne sais pas si c'est très clair là, mais c'est vraiment un petit peu comme ça souvent qu'on le détecte. OK, merci, Bidia. OK, oui, c'est aidant et merci pour la réponse. On a une autre question dans la boîte de chat et je pense que c'est plus relié du cas de Kwame. Mhm. Les slides sont-ils des exemples réels de la forme de contenu d'un plan d'affaires? J'imagine qu'il y a habituellement un texte pour chaque slide accompagné par les tableaux, chiffres, etc. Ouais, c'est pas un cas réel, hein, c'est vraiment un cas complètement fictif. Comme il n'existe pas, on pourrait lancer à Prodélis. Mais c'est sûr que oui, effectivement, vous pouvez avoir différentes façons de présenter votre plan d'affaires. Là, je suis vraiment allée dans les grandes lignes pour reprendre les 5 points, les 5 éléments. Mais quand vous allez, par exemple, présenter des équipes, ce qui peut être très pertinent et même très convivial, c'est de montrer des photos. Vous allez mettre la photo de Kwame, la photo de son chef, la photo peut-être de son partenaire, ou peut-être le logo de son partenaire. Là, j'ai présenté des tableaux qui sont un copier-coller d'Excel, mais vous pouvez faire juste des chiffres clés. Vous pouvez faire des slides un petit peu besoin de financement, c'est son 4833, je crois, plus ou moins. Et puis mettre des grandes lignes, vous pouvez le présenter. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais il y a un site, je crois, qui s'appelle je crois que c'est Vis, mais en tout cas, si vous tapez sur Google ou même avec ChatGPT ou Copilot, il existe vraiment donc la BDC d'ailleurs le fait, mais il existe des sites internet qui vous permettent d'avoir des modèles de plans d'affaires tout faits. Mais il existe un site, donc j'ai un peu oublié le nom, mais qui lui, c'est un peu comme, vous savez, ils ont des plans d'affaires vraiment déjà tout élaborés avec des graphismes très intéressant, très dynamique, c'est vraiment user-friendly. Et là, ils vont vous faire comme des petits, comment dire, en tout cas, ça va être très interactif. Donc, vous n'avez pas besoin de montrer non plus des gros tableaux. C'est sûr que, bah, par exemple, moi qui suis gestionnaire, je vais aller chercher des chiffres, je vais aller chercher des tableaux. Je vais avoir besoin de voir le détail parce que c'est mon expertise. Là, je veux comprendre comment vous êtes arrivé à ce résultat-là. Mais pour certains partenaires, ils vont juste avoir besoin de savoir c'est quoi le chiffre d'affaires que tu as prévu pour les 3 prochaines années, c'est quoi tes dépenses ou alors c'est quoi ton besoin de financement. Donc c'est vrai que dépendamment de qui vous allez vous adresser ou à qui va être envoyé votre plan d'affaires, certains vont plus s'attarder sur certaines pages et certains sur d'autres. Si vous avez un futur partenaire, fournisseur, client, c'est sûr que lui va beaucoup plus s'attarder sur les pages de votre projet, vos missions, vision, valeur et de votre analyse de marché. Peut-être il va moins s'attarder sur la partie juridique. Si effectivement vous êtes face peut-être à un financeur, ben oui, lui va peut-être plus regarder la partie chiffres et la partie juridique pour comprendre un peu le contexte et peut-être moins sur la partie analyse de marché. Donc, c'est juste effectivement un exemple fictif pour aller un peu mettre en illustration tout ce qu'on s'est dit ce soir, mais vous pouvez le présenter de façon très dynamique, très conviviale, et il faut que ce soit un document qui vous ressemble, donc faites-le aussi à votre image. OK, merci beaucoup, Bidia, pour la réponse. Vraiment compréhensif. Il y a 2 questions dans la boîte de Q&A. Une est, est-ce qu'il y a des ressources à Montréal où nous pouvons présenter notre plan d'affaires pour savoir si nous sommes sur le bon parcours, pour avoir des conseils, etc.?
Il en existe beaucoup. Je pense que déjà, vous êtes à la bonne place. Clairement, avec PES Coalition et puis nous, en partenariat avec MNP, c'est vraiment l'idée. On veut être là justement pour vous aider dans votre projet. Et je pense que Bernice et Tamara en parleront mieux que moi. Mais oui, il existe beaucoup enfin beaucoup. En tout cas, il existe différents groupes qui font même des incubateurs, des cohortes à Montréal qui sont spécialisés justement pour accompagner les entrepreneurs. Mais vous avez FES Coalition qui est en face de vous. Donc, je pense que c'est la meilleure, c'est la meilleure place là que vous avez pour vous aider justement à vous lancer. Merci. Et une autre question qui est un petit peu reliée au premier et votre réponse aussi. Est-ce qu'il y a des services de mentorat disponibles pour aider les startups, spécifiquement pour élaborer un plan d'affaires? Et comme Bidi a déjà dit, on a ces programmes et je vais faire une petite présentation pour partager plus d'informations, plus de détails sur ces programmes qui offre spécifiquement les services dans l'élaboration de plans d'affaires avec notre partenaire MNP. Mais avant que ça, il y a une autre question. Je suis dans le vent mensuel. Quel type de prévu serait pertinent à inclure dans le plan d'affaires pour démontrer la demande? Par exemple, les résultats devant sur Eventbrite. Y a-t-il d'autres éléments à présenter ou bien les prévisions et projections chiffrées suffiraient-elles dans un contexte de demande de financement? Si j'ai bien compris, la personne, donc, elle est dans l'événementiel et elle veut savoir comment faire une projection de ses revenus, c'est ça? Oui, c'est ça. Et les résultats, quel chiffre qu'elle peut utiliser pour faire les prévisionnels Hmm. et pour démontrer la demande de Ok. ces services? Ben, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est ben, dans l'analyse de marché. Donc, il va falloir identifier quels sont vos potentiels futurs clients. Donc, si vous êtes dans événementiel, je sais pas, mariage, événement, ça va dépendre déjà dans quel secteur vous êtes. Donc, dépendamment de ça, de faire l'analyse des demandes, des besoins qu'il y a, mais aussi peut-être que vous allez mettre en place une stratégie marketing et en fonction de ça, vous allez définir que, ben voilà, là, j'ai essayé de contacter via mes réseaux sociaux, via, je sais pas, tel événement, du réseautage. Enfin, voilà, vous avez prospecté et vous voulez, à partir de là, vous permettre de faire 2 événements par mois. Donc ça va être votre prévision, un prévisionnel en fonction des recherches que vous avez fait en amont. Et là, ben, ça va être un peu comme pour l'exemple de Kwame, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne peut pas faire plus d'événements à la fois, il ne peut pas servir plus de monde que 35 personnes parce qu'ils sont juste deux. Donc, pour votre événementiel, j'aurais peut-être besoin de plus de détails. Je ne sais pas si ça va vraiment répondre à la question, mais dépendamment de quel type d'événement vous allez faire, ben, enfin justement, combien d'événements vous allez pouvoir faire, combien ça va coûter, quel est le prix d'entrée, quel est le ticket. Est-ce que vous avez déjà fait des événements? Peut-être que vous pouvez vous baser sur du passif, donc les événements passés que vous avez faits, combien ils vous ont rapporté. Et donc, en fonction de ça, vous savez que forcément, ben, le premier événement que vous avez fait, et peut-être que ce que vous allez faire après, ben, vous allez aller en augmentant, en grandissant. Donc, vous pouvez vous mettre une marge de progression réaliste sur l'événement que vous faites en janvier et celui que vous allez faire en décembre. Ben, en décembre, vous aurez plus d'expérience. Donc forcément, peut-être que vous allez pouvoir toucher un plus grand public, vous allez vous faire une renommée, une réputation, donc vous allez sans doute avoir plus d'occasions de faire de l'événementiel. Donc c'est un peu tout ça, hein. C'est pas juste c'est aussi c'est pour ça que le plan d'affaires, c'est vraiment comme un 360. C'est vraiment, plus vous allez connaître votre marché, plus vous allez vous lancer, plus vous allez expérimenter, et plus vous allez vous permettre de vous dire que ah, ben, je peux faire plus après. Mais ça ne peut venir qu'en ayant fait une analyse en amont et en ayant répondu un peu à toutes ces questions du qui, quoi, comment, pourquoi, où, quand, comment. Enfin voilà, ça va vous aider un peu à définir vos chiffres. Plaisir.
OK, merci encore, Bidia. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut